Bonjour à vous et bienvenue dans le 203e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Dans une première partie, je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et dans la seconde, je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de L'Amourante, album qui nous vient d'un nouveau venu dans le monde de la bande dessinée, Pierre Alexandrine, et qui est publié aux éditions Glénat. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, Traqués dans l'espace, un album qui nous vient de 2 auteurs écossais, Chris Baldi et Michael Park. Ils co-signent le scénario pendant que Chris Baldi s'occupe de la partie dessin, un album paru aux Aventuriers d'ailleurs. Je parlerai ensuite du 2e tome de la série La Marche Brume, un titre baptisé Les Chimères, que l'on doit toujours au talentueux Stéphane Fer et qui est édité chez Dargaud. Avec Vipère au point, il sera temps de découvrir l'adaptation en bande dessinée par Frédéric Rebena du roman signé Hervé Bazin, un titre captivant paru aux éditions Rue de Sèvres. Il sera temps ensuite d'aborder un album qui s'intéresse aux hommes, Make in Progress, ouvrage éclairant et instructif, signé Lorraine Meyer avec la participation de Noëlla Buny-Dubois pour un titre édité chez Stenkiss. Je vous présenterai aussi Qui arrête les colombes en plein vol, un album très personnel que signe l'autrice Séverine Thalès pour les éditions Payot Graphique. Enfin, je terminerai par la réédition au format poche de l'album Patrick Devers et plus largement des 5 albums que sortent les éditions Glénat dans ce format, un titre signé Laurent-Frédéric Bollet au scénario et Maran Rachian au dessin, 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore dans les albums bonus. Sachez que si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. C'est dans une histoire aussi originale que déroutante que je vous entraîne aujourd'hui. Avec L'Amourante, plus que jamais, nous allons voir qu'Eros et Thanatos n'ont jamais été aussi proches. C'est dans un Paris contemporain que nous sommes embarqués dès les premières pages, un Paris où l'on va faire la connaissance de Louise, l'héroïne de l'album qui nous intéresse ici, une découverte qui se fait en compagnie de Zayn. Les deux ont passé de bons moments ensemble et Zayn semble très accro à cette jolie blonde que l'on découvre dès la couverture de l'ouvrage, elle qui semble nous regarder de travers avec dédain. C'est d'ailleurs avec le même air qu'elle ouvre la porte d'un grand appartement bourgeois rempli de bibliothèques et de livres, acceptant de faire entrer Zayn dans son univers, et c'est ainsi que le lecteur va découvrir qui elle est vraiment. Très jeune, Pierre Alexandrine était passionné par la bande dessinée, qu'il a laissé de côté pour se tourner vers le journalisme, bien lui en a pris de revenir à ses premières amours pour sortir un premier ouvrage qu'édite la maison Glénat. Il signe ici scénario et dessin d'un album qui nous parle d'amour et de mort, un titre qui nous entraîne pour un long voyage dans le temps en compagnie de son héroïne, dont on va découvrir la vraie nature en même temps que Zayn. La jeune et belle Louise, celle qui a rendu totalement amoureux le jeune homme venu sonner chez elle dès la première page, est donc une amourante, elle est née il y a maintenant 6 siècles. Ne me demandez pas comment elle a obtenu ce don, ou cette malédiction selon où l'on se place, elle-même ne le sait pas, elle sait juste qu'elle n'est pas la seule à être comme cela, comme on le découvre au fil des pages. Mais alors, qu'est-ce qu'une amourante, me direz-vous ? C'est une personne qui a la faculté de ne pas mourir, même si on lui tire dessus ou qu'on lui plante un couteau, une situation qui est toutefois assortie de quelques conditions. Pour s'assurer une jeunesse éternelle, l'amourante doit en permanence susciter l'amour chez ses contemporains, c'est le secret de sa condition d'immortelle, mais si elle aime à son tour, elle vieillira inexorablement jusqu'à la mort.
C'est donc tout cela que Louise raconte à un Zayn qui n'a rien été de plus qu'un de ces nombreux soupirants chez qui notre héroïne a suscité l'amour, l'un de ceux qui vont pouvoir lui assurer cette jeunesse éternelle. Ce dont Louise va en prendre conscience alors que, ayant fui la campagne pour se diriger vers Paris sans le sou, elle a échoué dans un bordel dans lequel elle vend ses charmes en se faisant déjà aimer secrètement des clients. C'est une certaine Éléanore qui va révéler Louise à elle-même, Éléanore étant elle-même une amourante qui a traversé les siècles et qui a compris tous les sacrifices qu'allait exiger sa condition pour rester définitivement jeune. Le moins que l'on puisse dire est que ce scénario fait preuve d'une certaine audace, mélangeant avec une certaine subtilité les notions d'amour et de mort, deux des plus grandes interrogations centrales de nos civilisations. Il nous entraîne donc en compagnie de Louise à travers le temps, partant de la fin du Moyen-Âge pour remonter jusqu'à notre époque contemporaine, l'occasion de rencontrer en route certains des soupirants de la jolie blonde. Parmi eux, un retient l'attention, le jeune Martin, un blondinet que Louise retrouvera à plusieurs reprises sur son chemin, un amoureux complètement dingue d'une Louise qui s'en détourne, d'autant plus que son empressement devient étouffant. Le graphisme de Pierre Alexandrine rend vraiment cette histoire très agréable à suivre. Dans un style ligne claire rendu dynamique par ses cadrages, il propose une savoureuse galerie de personnages à laquelle il donne beaucoup de caractère et de personnalité. Son trait est élégant, de même que sa mise en couleur plutôt chaude, que contraste parfois une certaine noirceur, celle-ci émanant de cette histoire où le sentiment amoureux qu'on provoque chez l'autre n'est qu'un stratagème pour rester éternellement jeune. Voilà donc un premier essai qui fait tout de suite remarquer cet auteur chez lequel on voit déjà apparaître une certaine maîtrise, un album captivant et très agréable à lire qui installe Pierre Alexandrine dans la liste des auteurs que je ne manquerai pas de suivre à l'avenir. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. C'est par un album qui a totalement fait disparaître l'humanité que je vais commencer cette revue des sorties, un titre original qui nous arrive tout droit d'Écosse et qui vient d'être adapté en langue française. Ça s'appelle Traqué dans l'espace, et si je disais en introduction que toute l'humanité avait disparu, en réalité, on se rend compte dès les premières pages qu'il subsiste encore un humain en vie dans tout l'univers. C'est sur la planète Foran 4 que l'on va retrouver ce dernier représentant d'une espèce dont on découvre qu'elle s'est éteinte rapidement et subitement, ce survivant était de son côté dans l'espace durant cette disparition. C'est dans le sous-sol gelé, enfermé dans une capsule de survie, qu'a été trouvé ce dernier spécimen qui va tout de suite attirer l'attention sur lui, et l'on comprend au fur et à mesure des pages qui se tournent les différents enjeux qui reposent autour de sa personne. D'ailleurs, sur la planète Katsan, cette découverte fait littéralement l'effet d'une bombe pour la simple et bonne raison que seule une présence humaine est en mesure d'amorcer une arme capable de faire du peuple des Katsani les maîtres de l'univers. Vous comprendrez aisément le titre de cet album, Traqué dans l'espace, car celui qui se fait appeler le capitaine de l'espace va devoir passer son temps à fuir s'il veut sauver sa peau et avoir l'espoir de retourner un jour sur sa planète, même inhabitée. C'est que là-bas, au fil des flashbacks qui viennent entrecouper le récit, on y apprend qu'il y avait laissé sa femme Cathy, elle qui était enceinte et qui allait donner naissance à leur fille Jessica. Nous propulsant dans un véritable space opéra à grand spectacle, Michael Park et Chris Baldi signent une aventure originale et parfaitement bien menée qui retient l'attention du lecteur de la première à la dernière page. Le second, originaire de Glasgow comme son comparse, signe aussi le dessin de ce titre parsemé de clins d'œil à la pop culture comme Alien, la planète des singes, ou encore 2001, l'Odyssée de l'espace. Le dessin est simple, l'univers coloré, les personnages ont beaucoup de personnalité, et Chris Baldi leur donne aussi beaucoup d'expressivité, exagérant ici et là les réactions pour dégager parfois un peu de comique des différentes situations. On ne s'ennuie pas une seconde dans cet album sorti en France aux Aventuriers d'ailleurs, un titre dont la traduction est signée Marc-Antoine Fleuret pour être complet, une bande dessinée sortie le 4 juin dernier que je recommande chaudement.
D'humanité, il en est aussi question dans mon coup de cœur suivant, un album que j'attendais avec une certaine impatience tant la fin du premier tome promettait une suite des plus captivantes, et même si ce second volet surprend, il apporte aussi des réponses à nos questions. En effet, c'est en bien mauvaise posture que l'on avait laissé la jeune et téméraire Tempérance à la fin du premier volet de la série La Marche Brume, une Tempérance que l'on va retrouver ici avec la chevelure blanchie, mais avec toujours la même détermination. Mais dans un premier temps, ce sont en compagnie des Brouches, autrement dit les sorcières, que l'on se retrouve, elles qui doivent fuir leur territoire car cette menace qui plane sur la série, cette brume, est en train d'arriver jusque chez elles. On en apprend d'ailleurs un peu plus sur l'origine de cette menace, mais aussi sur le devenir de cette humanité qui a presque totalement disparu de la Terre. Il ne subsiste en fait que quelques humains qui subissent aussi la brume, des humains que l'on appelle les zombies. C'est une métaphore assez futée de notre propre monde qu'est en train de déployer Stéphane Fer au sein de cette série, notre monde que l'on voit apparaître ici et là, par bribes, dans un second tome très dense qui multiplie les personnages et les situations. On retrouve d'ailleurs notre héroïne qui chemine au sein de cette brume à laquelle elle appartient maintenant, même si elle est animée de louables intentions, reprenant ici les principes des Brouches qui l'ont élevée. Mais voilà, en plus d'avoir des accents féministes et d'aborder la thématique de l'écologie, la série déploie une vraie réflexion sur la dichotomie entre le bien et le mal et la différence entre ce qui est de l'inné et ce qui est de l'acquis. C'est donc un véritable conflit qui va s'emparer de Tempérance, qui découvre peu à peu sa vraie nature, et donc on va voir de quel côté elle va basculer dans ce qui sera certainement le troisième et dernier tome pour boucler cette série. Côté dessin, Stéphane Fer fait partie de ces auteurs dont le style est tout de suite identifiable dès le premier coup d'œil, un dessin tout en rondeur qui lorgne en douceur sur le style jeunesse. Avec une mise en couleur très sombre pour bien coller au type d'aventure qu'il est en train de nous raconter, il déploie une généreuse galerie de personnages, parfois inquiétants et parfois amusants, des personnages ne manquant pas non plus d'humour. On pourra d'ailleurs reprocher ce foisonnement qui rend parfois la lecture un peu complexe, mais l'ambitieux Stéphane Fer mène toutefois bien sa barque et finit par nous faire retomber sur nos pieds à la fin de ce deuxième tome. Ce sont les éditions d'Argo qui publient cette série, une deuxième livrée baptisée Les Chimères, pour un album sorti en librairie le 30 mai dernier, que je recommande chaudement là aussi. En s'attaquant à l'adaptation de Vipère au point chez Rue de Sèvres, éditeur chez qui il avait déjà adapté Bonjour Tristesse il y a quelques années, Frédéric Rebena s'attaque aussi à l'un de ses souvenirs traumatisants de jeunesse. C'est dans une postface de 4 pages en fin d'album, avec photo de la famille d'Hervé Bazin en appui, qu'il explique ce qui l'a motivé à incarner en dessin Folcoche, celle qui enfant l'avait traumatisé. C'est dans un beau domaine bourgeois que nous plonge cette histoire, un domaine dans lequel la grand-mère a accueilli ses 2 petits-enfants, Jean et Freddy, que l'on surnomme Brasse-Bouillon et Chiffre, en l'absence de leurs parents. Sous l'œil des domestiques et d'un curé qui sert de précepteur, mais qui laisse les 2 enfants dans une relative liberté, les frères peuvent grandir dans une certaine quiétude qui sera bientôt bouleversée par le décès de la grand-mère. C'est à ce moment-là que l'histoire bascule pour Chiffre et Brasse-Bouillon au moment où leur mère descend du train qui les ramène au domaine en compagnie de son mari et du 3e frère. À partir de là, fini le temps de l'insouciance et des jeux, celle que les 2 frères vont rapidement rebaptiser Folcoche, contraction de folle et de cochonne, va donner un sérieux tour de vis à l'éducation des 2 frangins. Que ce soit la confession rendue publique, les cheveux rasés pour éviter l'époux, l'interdiction de sortir quand ils le veulent, ou le découpage du temps consacré aux études, très ordonné dans la journée, la joie et le plaisir ont fini par totalement déserter le domaine où ne résonne plus le rire des enfants. Voilà ce qui va provoquer la détestation et la défiance entre les enfants et leur mère, un duel qui est incapable d'arbitrer un père bien trop occupé par l'étude de ses mouches et par la volonté de ne pas froisser sa femme, garante de la santé financière du couple et du domaine. Œuvre majeure d'Hervé Bazin, Vipère au point retrouve une nouvelle vitalité sous les crayons d'un Frédéric Rebena qui laisse de côté l'aspect autobiographique pour mettre la focale sur les rapports entre les enfants et leur maman, l'austère Folcoche.
Sa mise en couleur, plutôt sombre, bien que la nature soit ici présente, et son trait fluide et expressif, rendent parfaitement justice à ce classique de la littérature française qui trouve maintenant sa place au rayon BD. Sorti le 23 avril dernier aux éditions Rue de Sèvres, Vipère au point fait partie de ces passages très intéressants du roman à la bande dessinée, un titre captivant que j'ai vraiment pris plaisir à découvrir. Ce sont les différentes façons d'être un homme qu'interroge mon coup de cœur suivant, un titre baptisé Make in Progress, qui est un album qui prête à réfléchir et repenser le rapport des hommes avec la société, mais aussi avec les femmes. C'est un sujet certes qui se retrouve maintenant dans les médias grand public, mais pour autant, comme le rappelle le contenu de cet ouvrage, les choses ont tendance à bouger de manière très lente, le masculiniste triomphant ayant même tendance à revenir en force. L'objectif du présent ouvrage n'est pas tant de faire culpabiliser les hommes sur leurs attitudes au quotidien, mais les inviter à réfléchir sur la façon avec laquelle ils se comportent, héritage d'une culture et d'une éducation qui se transmet encore au quotidien. En 3 chapitres, nous allons suivre un groupe de 3 amis, 2 hommes et une femme, qui discutent ensemble des différentes problématiques en lien avec 3 grands thèmes qui structurent cet album. La construction des masculinités, la mise en place de la domination masculine et la reconstruction des masculinités sont les 3 parties que l'on découvre ici, à chaque fois conclues par l'intervention de l'instagrammeuse féministe aux 60 000 abonnés, Noëlla Buni-Dubois. C'est à Lorraine Meyer que nous devons ce travail fouillé et sourcé, une épaisse bibliographie venant conclure l'ouvrage, une bande dessinée qui ne fait pas l'impasse sur l'humour pour essayer d'expliquer de nombreux concepts et comment s'organise cette société autour des hommes. Ainsi donc, c'est en compagnie de Jimmy, Selma et Dédé, personnages différents et archétypes d'une certaine représentation, que l'on aborde des thèmes aussi divers que la masculinité toxique, le consentement, la culture du viol, le patriarcat ou encore le sexisme ordinaire. L'ouvrage permet ainsi de rappeler, voire même découvrir, de quelle façon les hommes se sont emparés de la société et de ses enjeux, imposant une domination violente sur tout ce qui l'entoure, à commencer par les femmes. La bande dessinée propose aussi des solutions, ainsi nos 3 personnages évoluent dans leur conception au fil des pages qui se tournent, rendant au passage l'album très agréable à parcourir, en plus d'être instructif. Le dessin de Lorraine Meyer participe aussi à ce plaisir de la lecture, son trait est simple, sans être caricatural, l'humour est savamment dosé et les belles couleurs, à l'image de celles présentes sur la couverture, finissent de flatter l'œil du lecteur. Ce sont les éditions Stenkiss, maison qui s'intéresse de plus en plus aux questions de société, qui publie cette bande dessinée sortie en librairie le 15 mai dernier, un titre concernant et passionnant à lire que je ne saurais trop recommander. Drôle de titre, mais surtout énigmatique pour mon coup de cœur suivant, un album baptisé « Qui arrête les colombes en plein vol ?» que l'on doit à l'autrice Séverine Thalès, dont j'avais déjà mis en avant le précédent ouvrage « Chronique décalée d'une famille ordinaire » et vice-versa. Elle reprend ici le même format, album souple, l'éditeur paillographique, et surtout un titre qui parle d'elle, ici de sa jeunesse, de la façon avec laquelle elle va prendre petit à petit conscience de qui elle est vraiment. C'est par l'enchaînement de plusieurs petites scénettes que Séverine Thalès nous raconte comment elle a senti cette différence qui habitait tout au fond d'elle, mais qui s'exprimait déjà dès son plus jeune âge, comme on le découvre dès la première histoire. Avec ses cheveux courts et cet intérêt qu'elle a pour les jeux dits de garçons, Séverine aime se faire appeler Alexandre et se rêve en Magnum ou en Ixor, des représentations masculines franches qui la font rêver. Elle interroge souvent ses parents sur le fait de devenir un jour un garçon, pensant même avec une certaine naïveté touchante que l'on peut changer de sexe magiquement si l'on ne se sent pas totalement en phase avec celui qui nous a été assigné à la naissance. Une bonne partie de sa jeunesse se passera ainsi, avec une Séverine bien plus à son aise avec les garçons qu'avec les filles, une Séverine dont on a d'ailleurs parfois des difficultés à savoir qu'elle est une fille dans la cour de récré. Mais avec l'avancée en âge, la poitrine qui pousse par exemple, difficile de faire totalement illusion et Séverine finit par rejoindre le clan des filles, des femmes même, commençant à s'attacher aux figures féminines de son entourage. Les cheveux poussent, l'identité s'affirme, de même que ses goûts, à l'instar des chansons qu'elle entend ici et là qui parlent d'elle et de ce qu'elle ressent, sans pour autant qu'elle arrive à le nommer.
Cette chose autour de laquelle se construit l'identité de Séverine en grandissant, c'est l'homosexualité, une différence qu'elle ressent si violemment qu'elle veut s'en tenir à distance, même si dans la société, l'heure est à l'acceptation. Dans cet album que j'ai trouvé passionnant à lire, l'autrice nous raconte un cheminement, une prise de conscience, un titre dans lequel certaines personnes se reconnaîtront certainement, surtout celles de la génération de la fin du siècle précédent. Le trait fin, le dessin qui s'affranchit de la case, la mise en couleur sobre, un brin d'humour aussi, tout est fait pour offrir au lecteur un ouvrage agréable et simple, un titre où la forme et le fond cohabitent avec justesse. Comme je le disais d'entrée, ce sont les éditions Paillaud-Graphiques qui publient cet ouvrage intéressant, un titre que j'ai aimé découvrir et qui est disponible en librairie depuis le 11 juin dernier. Comme toutes les 2 semaines, l'épisode s'achève avec un album spécial, ou plutôt ici une collection spéciale, celle des formats poche que propose en ce début d'été l'éditeur Glénat. Le Patient, une histoire corse, Fukushima, le premier tome de Métaux, ou encore Patrick Devers, ce sont, comme l'an dernier, 5 albums qui ont retrouvé le chemin des librairies dans un format qui sera très pratique à embarquer à la plage. L'éditeur Glénat ne fait d'ailleurs pas l'impasse sur la qualité, puisque les ouvrages sont vraiment de très bonne facture, et pour 10 €, tarif vraiment très raisonnable, vous pourrez mettre la main sur l'un de ces titres. C'est le dernier de la liste qui a retenu mon attention, un album qui avait pris place au moment de sa sortie dans la collection 9,5 des éditions Glénat, une collection qui met en avant acteurs, actrices et réalisateurs du 7e art. Patrick Devers est un album qui, comme son nom l'indique, revient sur la vie et la carrière de cet artiste majeur du cinéma français du siècle dernier, un acteur qui se donnera la mort à l'âge de 35 ans. Immortalisé ici par le scénario du talentueux Laurent-Frédéric Bollé et par la non moins talentueuse Marane Rachian, pour ce qui concerne la partie dessin, l'acteur reprend vie ici le temps des 128 pages de cet album au format souple. Celui qui a joué dans 37 films et 27 pièces de théâtre était avant tout un homme sensible et écorché vif, hanté par la fureur et la mélancolie, autant d'éléments de sa personnalité que l'on retrouve ici mis en avant. Son parcours nous est raconté dans un superbe album qui se joue à la première personne, une bande dessinée qui gagne aussi en intensité grâce au superbe dessin de Marane Rachian qui mélange avec brio la délicatesse du trait et une certaine expressivité. Le regard de l'acteur qui semble nous fixer reflète bien cette insondable tristesse que le duo d'auteurs arrive à faire émerger durant cette lecture, nous replongeant aussi dans les différents rôles qui ont fait passer Patrick Devers à la postérité. Vous aurez bien compris que cette collection a aussi le mérite de remettre en lumière certains albums qui ont déjà quelques années, l'occasion alors de redécouvrir de superbes ouvrages à un prix très doux. Que ce soit Patrick Devers ou les autres titres de la collection, voilà qui ne devrait pas encombrer votre valise et qui vous fera passer assurément un très bon moment de lecture, car pour ma part, ce fut un album que j'ai adoré découvrir au moment de sa sortie. Ainsi se termine ce 203e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à la sortie de l'album L'Amourante que signe Pierre Alexandrine, un album sorti aux éditions Glénat. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 21 juillet, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.